monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous faire le premier bilan de mes lectures de cette année 2022. Au mois de janvier, j'ai plutôt beaucoup lu puisque j'ai lu 8 livres et sur ces 8 livres, j'ai quand même lu une grosse brique qui faisait plus de 1100 pages. Donc j'ai franchement bien lu, voilà, parce que si ça avait été un livre plus petit, j'aurais pu en lire un supplémentaire. Donc franchement, bon rythme en janvier. Je suis très contente de moi. Comme d'habitude, je vais vous les classer par ordre de préférence en commençant par les livres que j'ai le moins appréciés pour en venir au coup de cœur du mois, puisque en janvier, j'ai ressenti mon premier coup de cœur de l'année. J'en viens quand même à ma première grosse déception de l'année, puisque j'ai mis à ce livre la note de 1 sur 5. C'est une relique de ma pile à lire. Il s'agit du premier tome d'une duologie. C'est le premier tome de Larmes de cendre, donc il s'appelle Prémices, et c'est écrit par une auteure française, j'imagine, qui est Lydie Blaiseau. Ce livre, je l'ai depuis 2016. Il a été publié aux éditions du Chat Noir. C'est de l'urban fantasy. Je suis en recherche en ce moment de nouvelles séries d'urban fantasy. Alors peut-être pas forcément de nouvelles, mais en tout cas de séries qui fonctionnent bien, qui ont fait leurs preuves et que je n'aurais pas encore lues. Je pense notamment à la série Kate Daniels qui a ses gros fans. Et c'est une série sur laquelle je ne me suis jamais penchée et qui me fait très envie, voilà. Alors pour en revenir à cette série-là, ça partait plutôt bien. On est en Sibérie, on va suivre une jeune femme qui s'appelle Daria. Elle est orpheline, elle est passeuse de drogue pour un ami mafieux et elle va rendre service à son ami qui va la brancher avec un vampire qui est parti sur une quête. Il oublie plein de choses parce qu'il est extrêmement vieux et il est à la recherche d'une chose, voilà, pour récupérer des souvenirs. Et Daria, eh bien, va partir avec lui pour l'aider à s'orienter en Sibérie, voilà. Daria, elle a un pouvoir assez particulier, c'est-à-dire qu'elle a échappé à la mort de près quand elle était plus jeune, et depuis, elle voit les femmes et les hommes physiquement parlant comme au jour de leur mort. Donc c'est à dire que s'il y a un gars qui meurt parce que il a eu un accident de voiture, et eh bien elle va le visualiser accidenté. Il y a quand même eu des points positifs, c'est à dire que j'ai apprécié la mythologie propre à cette histoire. J'ai trouvé que c'était assez inédit. L'auteur réinvente et se réapproprie le mythe du vampire, c'était plutôt bien trouvé. En plus de ça, on est en Sibérie, donc j'ai pas trop l'habitude de voyager comme ça dans ce coin-là du globe au gré de mes lectures, et c'était absolument dépaysant. On est dans une ambiance très glaciale, on ressent la morsure du froid, nos personnages goûtent des plats absolument typiques comme le borsch, voilà, enfin, c'est vraiment creusé au niveau de l'univers et c'était appréciable et vraiment apprécié. Mais à mon sens, les points positifs s'arrêtent vraiment là. J'ai trouvé que l'intrigue était finalement peu intéressante. Je me suis beaucoup ennuyée en lisant cette histoire. Je l'ai terminée en me disant ouf, heureusement que j'en viens à bout, donc c'est pour vous dire. Ce qui m'a déplu aussi, ce sont les personnages. Je ne me suis attachée à aucun personnage, je les ai trouvés tous extrêmement lisses, extrêmement peu crédible, peu cohérent avec ce qui les caractérise, c'est-à-dire que Daria va côtoyer plusieurs mafieux dont son boss. C'est censé être quand même des voyous, des durs à cuire, des types qui se laissent absolument pas faire, qui ont l'habitude de régler leurs comptes par la force. Et d'un autre côté, on nous les dépeint comme de vrais ours en guimauve. Voilà, c'était vraiment pas crédible de ce côté-là. Et puis il y a une romance. Je pense que l'auteur aurait pu s'abstenir de nous mettre une romance, parce que franchement elle ne m'a pas emballée et je l'ai trouvée très mal amenée et on n'y croit pas en fait, on n'y croit pas. Donc voilà, tous ces points mis bout à bout, ça fait que ça a été un 1 sur 5 pour moi. Je vais essayer de couper au montage à chaque fois que je tousse, mais je ressors d'une grippe. Donc c'est pour ça que voilà, j'ai peut-être une voix un peu nasale en vous parlant, j'en suis désolée. Et les lunettes, c'est parce que ma foi je suis tellement fatiguée en ce moment de mes nuits. Que je suis myope comme une taupe, là je n'y vois plus rien. Je vais ensuite vous parler d'un livre qui a été très médiatisé lors de sa sortie. Il a reçu plusieurs prix, il me semble qu'il en a reçu au moins 3. On l'a vu absolument partout ce livre et je pense que c'est la raison pour laquelle mes attentes étaient aussi élevées. Et
ça peut aussi expliquer en partie pourquoi est-ce que j'étais aussi déçue. Voilà, peut-être que si j'en avais attendu moins, je l'aurais davantage aimé. Donc avec la note de 2,5 sur 5, je peux vous dire que j'ai lu Le Bal des Folles et que je ne garderai pas ce livre dans ma bibliothèque. Voilà. Donc c'est écrit par Victoria Mass, c'est un livre très très court, mais en tout cas il se lit à toute vitesse et il aborde un fait historique qui est finalement assez méconnu, mais que j'ai trouvé fascinant et passionnant. Moi, dès qu'on parle d'histoire avec un grand H et que ce sont des événements que je ne connais pas ou que je connais très mal, je suis toujours très emballée. On est en 1885, ça se passe à l'hôpital de la Salpêtrière et on nous parle de Charcot qui mène des petites expériences sur des femmes dites folles. Alors c'est les folles au sens large, hein, parce que sous le mot folle, on regroupe des hystériques, des bipolaires, des dépressives aussi. Et en fait, on se rend très vite compte que dès qu'il y a une femme qui ne semble pas aller dans le moule, eh bien, elle est envoyée par sa famille dans cet hôpital. Et où une fois par an, c'est un peu leur jour de gloire puisqu'est organisé le fameux Bal des Folles. C'est un spectacle qui est ouvert au public et notamment aux journalistes, où les folles vont se déguiser et vont un peu faire le show. Voilà ce que c'est que le Bal des Folles. Donc Victoria Mass a décidé de s'intéresser à ce sujet-là et ça fait partie pour moi du gros point positif de cette histoire, vous l'aurez compris. J'en ignorais tout et j'en ai appris beaucoup. Donc ça m'a énormément plu. J'ai trouvé que c'était plutôt bien décrit. Et ce qui m'a aussi plu dans ce roman, c'est que l'auteur mette l'accent sur la condition terrible de la femme à l'époque. Et ce qu'il y a de chouette dans ce livre, c'est que l'auteur mène une réflexion tout bonnement très intéressante entre la frontière qu'il peut y avoir entre la psychologie et le côté ésotérique. Voilà, ça m'a bien plu. Mais les points positifs s'arrêtent là. Alors attention, je vais peut-être être assez dure, surtout si vous avez lu ce livre et que vous l'avez apprécié. Mais à mon sens, j'ai vraiment trouvé que le sujet n'était qu'un prétexte à ce livre. J'ai trouvé que l'histoire était trop lisse, trop plate, pas assez développée. Les personnages m'ont semblé mais caricaturaux, le trait est grossi à l'extrême. Le tout manquait cruellement de subtilité et par-dessus le marché, la fin m'a déplu au plus haut point. Elle n'était absolument pas crédible, elle était presque grossière et désopilante. Vraiment, je n'ai pas compris cette fin. Voilà, c'était... Oui, c'était absolument pas crédible en fait, voilà, vraiment. Donc pour toutes ces raisons, ça a été un 2,5 sur 5, grosse déception pour moi. Bon, encore une fois, on va changer de registre avec le livre suivant. Vous voyez bien que moi, à chaque fois, au cours de mes lectures, je fais le grand écart parce que j'aime vraiment lire de tout. Et là, je vais vous montrer un livre que j'ai lu en anglais parce que cette année, j'ai envie de lire davantage en anglais avec le retour au travail qui se profile là pour le mois de septembre. Il faut vraiment que je m'y remette et sérieusement. Donc j'ai décidé de lire The Potion Diaries qui prenait la poussière dans ma pile à lire puisque ça fait quelques années déjà que j'ai ce livre en ma possession et depuis que je me le suis acheté, il a eu le temps de paraître en français aux éditions PKJ, de même que le tome 2. Il s'agit d'une trilogie et je crois que le tome 3 n'a pas été traduit en revanche. Donc c'est écrit par Amy Alvard et c'est un récit fantastique dans lequel on va trouver une princesse qui prépare un filtre d'amour, sauf que par un concours de circonstances, elle va l'ingurgiter et tomber amoureuse de son reflet. Du coup, son père, le roi, va organiser une espèce de quête qui va être médiatisée, puisque ça va être retransmis à la télévision. Une quête où les alchimistes du royaume vont devoir réussir à trouver l'antidote. Donc en allant aux quatre coins du royaume pour trouver les ingrédients dont ils ont besoin pour confectionner cet antidote. Et on va suivre en particulier Sam, donc, qui est notre héroïne. C'est le diminutif de Samantha qui va partir à la recherche de l'antidote pour sauver la princesse et il va lui arriver plein de choses. Alors c'est un récit auquel j'ai mis la note de 3 sur 5. C'était un récit assez agréable, je dois dire. J'ai particulièrement été friande du contraste assez saisissant qu'offre ce livre
entre le monde de la royauté, le côté très fantasy, fantastique de l'histoire, avec le côté moderne et contemporain et tout notre confort actuel, donc avec la présence des médias, la télévision, ce genre de choses. J'ai trouvé ça quand même assez curieux et je trouvais que ça matchait plutôt bien ensemble, donc ça a été une très belle découverte de ce côté-là. Ce qui m'a aussi beaucoup plu, c'est que notre héroïne va voyager beaucoup pour trouver tous les ingrédients dont elle a besoin, et l'auteur nous apporte une diversité assez incroyable d'environnement. Donc on passe aussi bien de la jungle à la montagne, à la mer, enfin vous voyez le genre, et voilà, ça switchait pas mal d'un plan à un autre, et je trouvais que ça amenait du rythme au récit, et c'est quelque chose qui m'a là aussi beaucoup plu. Mais il y a quand même quelques petites choses qui m'ont chagrinée. J'ai trouvé que tout allait assez vite, c'est-à-dire que les quêtes, elles sont très rapidement résolues. On a aussi le fait que les personnages, ils sont horriblement lisses et fades. Je me suis attachée vraiment à aucun d'entre eux. Et pour finir, le plus gros point noir de cette histoire, c'est qu'il y a des problèmes de cohérence. Donc je pense vraiment pas que ce soit lié à mon anglais, parce que le niveau il est vraiment facile. C'est un livre qui est très abordable. Mais il y a des gros problèmes de cohérence, donc je vous explique. Il y a par exemple un personnage qui va être disqualifié de la quête, mais bizarrement il va quand même continuer, il va être réintégré, ou plutôt elle, parce que c'est une fille, elle va être réintégrée et poursuivre la quête quand même. Mais pourquoi en fait? Pourquoi? Je ne comprends pas. Tout ça pour vous dire que c'était sympathique. Ça n'a peut-être pas été la lecture de mon mois de janvier, mais j'ai quand même apprécié sortir ce livre de ma pile à lire et de m'y pencher, d'autant plus que c'est de l'anglais. Donc j'avais le petit challenge qui allait avec. On passe au 4 sur 5, et il y a eu quand même pas mal de 4 sur 5 au cours de mon mois de janvier, donc ça c'est plutôt chouette, à commencer par le tome 2 du journal de Gertie de Bertrand Santini. Qu'est-ce que je me suis éclatée à lire ce livre, et j'ai été très frustrée parce qu'au mois de janvier, on a eu des problèmes de voiture. Et ce livre, je l'ai commencé dans la voiture pour aller chez mes parents jusqu'à ce que la voiture refuse de s'ouvrir pour qu'on rentre chez nous. On a dû la laisser plus d'une semaine chez mes parents, et j'ai été coupée dans ma voiture puisque évidemment le livre, je l'ai laissé enfermé dans la voiture, donc je ne pouvais plus le récupérer. J'étais très frustrée parce que je m'étais dit oui, j'ai lu la moitié sur la route pour aller chez mes parents, j'aurai le temps de lire la moitié sur la route pour rentrer à la maison. Et ben non, donc j'ai dû le reprendre plus d'une semaine après. Et c'était très frustrant parce que j'avais été tellement bien dedans. La lecture du premier tome l'année dernière avait été une super découverte. Ok, c'est un livre pour enfants, mais je veux dire, on a tous un côté enfantin en nous. Et chez moi, il est quand même encore resté très marqué, ce côté enfantin. Et je me suis éclatée. C'est le genre de livre que j'apprécierais lire à voix haute à Marius dans 1 an ou 2. Ça va être super, je pense. Et puis ensuite, quand il sera assez grand, bien sûr, ce sera ses livres à lui. Il pourra les lire et les relire comme il voudra. Et du coup, je me suis dit, bah, cet hiver, je vais lire Paris pour l'hiver, puisqu'on est quand même dans le thème. Donc ça nous parle d'une petite chienne qui écrit son journal intime. Elle est très attachée à son maître, elle est jalouse comme un pou. Quand celui-ci a le malheur de tomber amoureux d'une fille, elle essaie d'ailleurs de mettre à chaque fois des bâtons dans les roues pour que les histoires ne puissent pas aboutir, tellement elle a peur de passer au second plan dans l'esprit de son maître. Et puis lui, il est parisien, mais il a une maison de campagne, une résidence secondaire à Aix-en-Provence, donc très régulièrement pendant ses vacances, ils descendent pour se mettre au vert. Ou plutôt là pour se mettre au blanc puisque c'était l'hiver et qu'il neigeait, mais vous voyez ce que je veux dire. Et à chaque fois c'est propice à de belles tranches de rigolade, parce que là-bas Gertie, elle a tous ses amis, elle a sa voisine qui est une petite chienne qui tombe dans les pommes dès qu'elle a des sentiments très forts qui l'étreignent. Il y a son ennemi juré tête de fesse qui est un chat qui lui mène aussi la vie dure. Bref, qu'est-ce que c'est drôle, toutes ces petites considérations diverses et variées sur tout et n'importe quoi. C'est imagé, voilà, évidemment, il y a des petites illustrations puisque c'est pour les enfants. Mais j'ai pas grand-chose à dire de négatif, en fait. Là, je vous ai dit tous mes points positifs. C'est drôle, c'est du second degré, c'est très rythmé, c'est bien écrit. Point négatif, c'est trop court. C'est trop court. Ensuite, toujours avec la note de 4 sur 5, je vous mettrai Les Somnambules de Chuck Wendig, sorti aux éditions Sonatine. Je ne vais pas développer mon avis dans cette vidéo, vous le savez, je vlog tous les mois. Tous les mois, je vous prends pendant une semaine ou 10 jours, quelque chose comme ça, et je partage mes lectures à l'instant T avec vous face caméra.
donc j'ai pas envie que ça fasse doublon. Si vous regardez pas mes vlogs, et ben c'est pas grave, mais vous passez quand même à côté de quelques avis livresques et celui-ci en fait partie. Aussi un 4 sur 5 pour le tome 3 de cette incroyable série jeunesse publiée chez Gallimard qui est le Club de l'Ours Polaire. Je vous en parle tous les ans parce que je lis un tome tous les ans et qu'à chaque fois c'est la grosse régalade pour moi. Donc c'est écrit par Alex Bell. La couverture est une fois de plus de toute beauté et là le titre c'est L'Atlas Fantôme. Alors de quoi parle cette histoire? On est dans le registre fantastique. On a une petite fille qui s'appelle Stella qui est une princesse des neiges qui a plein de pouvoirs en relation avec la neige, avec la glace. Et elle rêve d'être comme son tuteur, elle rêve d'être exploratrice, sauf que l'exploration c'est réservé qu'aux garçons. Donc dans le premier tome, il va lui arriver plein de choses et ce que j'aime c'est que vraiment d'un tome à un autre, on est dans des univers à chaque fois un petit peu différents, même si ce tome 3 se rapproche par certains aspects du premier tome parce que on est dans un monde qui est encore relativement enneigé. Mais ces tomes ne se ressemblent pas pour autant. J'apprécie que l'auteur réussisse à réinventer plein de choses à chaque fois, à apporter énormément à son récit, ce qui fait qu'on ne se lasse pas. Il n'y a pas d'impression de déjà-vu, de reprise de telle ou telle chose. Non, à chaque fois, c'est une véritable découverte, un véritable enchantement. C'est un récit qui est extrêmement rythmé, qui est très bien écrit, très immersif également. Il y a un bestiaire magique mais incroyable. À chaque tome, on nous pond des créatures connues ou méconnues, mais qui sont très saisissantes et qui ont à chaque fois leur importance pour le récit. C'est vraiment un régal. C'est le genre de livre que j'aurais aimé pouvoir lire quand j'étais enfant. Il y a toujours beaucoup de rebondissements et puis en plus de ça c'est très appréciable parce que l'auteur aborde plein de notions qui sont importantes quand on est enfant comme l'amitié, le courage, l'entraide, ce genre de choses. Allez, si je devais pointer du doigt quand même un petit point négatif, ce serait que ce tome 3 est peut-être un petit peu moins trépidant que les deux précédents. J'ai l'impression que c'est un tome qui marque un peu la jointure entre ce qui s'est passé avant et ce qui va se passer après dans la série. Série qui va s'enrichir d'un 4e tome qui va être traduit au mois de mars par les éditions Gallimard. Donc je serai vraiment au rendez-vous même si ce n'est que pour le lire l'année prochaine. Mais je saurai me l'acheter en temps et en heure, croyez-moi. Quoi qu'il en soit, on a plein de nouvelles possibilités qu'on n'aurait pas pu imaginer avant qui viennent eh bien, se présenter dans ce tome 3 et qui annoncent des choses incroyables pour la suite. Et qui annonce plein de nouveaux tomes à venir parce qu'avec toutes ces nouvelles possibilités, croyez-moi, il y a vraiment de quoi faire. Et voilà, petit bonheur de mon mois de janvier. Il me reste 2 livres à vous présenter. Donc le premier, là, celui qui s'annonce, c'est un nouveau 4 sur 5. L'une de mes plus belles lectures de janvier, c'est Un bûcher sous la neige de Suzanne Fletcher. Vous avez été plusieurs à me dire que vous n'arriviez pas à vous le procurer parce qu'il était en rupture de stock absolument partout. Sachez qu'il sera réédité au mois de mars, si je ne m'abuse, avec une nouvelle couverture qui est encore plus jolie que celle-ci. J'en viens presque à regretter de m'être procuré cette version tellement l'autre est magnifique. Mais bon, je suis quand même bien contente d'avoir lu ce livre en janvier parce que je me l'étais acheté en janvier 2021 et je comptais le lire en décembre, novembre ou décembre 2021. Je n'ai pas pris le temps de le faire, mais je suis très contente quand même de ne pas avoir laissé ce livre aux oubliettes de ma pile à lire parce que vraiment je serais passée à côté de quelque chose. Ça a été un très beau et doux moment de lecture, même si l'histoire qui est racontée ici est assez terrible mais ô combien fascinante puisqu'on est dans la thématique de la chasse aux sorcières. Donc on est au XVIIe siècle en Écosse et on a une sorcière qui est emprisonnée. Elle le sait, quand il arrêtera de neiger, quand la neige commencera à fondre, sera dressé sur la place principale un bûcher sur lequel elle sera brûlée. Il lui reste donc peu de temps à vivre. Ce qui est intéressant dans ce récit, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est sa construction narrative puisque on va avoir la vie de Corag depuis ses débuts jusqu'à ses instants présents passés en prison, entrecoupés par des lettres que le révérend envoie à sa femme et j'ai énormément apprécié assister au changement d'état d'esprit du révérend qui est très remonté avant de découvrir Corag et au début qu'il la côtoie.
Pour lui, eh bien, les sorcières sont des abominations, ce ne sont pas des créatures de Dieu, elles méritent l'enfer, elles méritent ce qui lui arrive, elles méritent de souffrir. Et puis petit à petit, le révérend va se laisser attendrir et il va finir par revoir un peu ses positions sur pas mal de choses. Et j'ai vraiment trouvé que c'était très subtil. La manière dont c'est amené, voilà, c'est pas on passe de il l'aime pas, il l'aime bien, non, c'est pas aussi grossier que ça. Ça se fait vraiment tout en douceur et j'ai adoré la façon dont c'était fait. L'écriture est de toute beauté, c'est le gros point fort de ce livre. L'écriture, elle est quasi poétique. Ce livre, c'est une ode au vivant, une ode à la nature, une ode aussi bien à la faune qu'à la flore, qu'au règne animal. C'est puissant, c'est saisissant, c'est passionnant, c'est beau, on en prend plein les mirettes. Mais voilà, la cruauté n'est pas exempte de ce récit. Dernière chose qui m'a marquée, c'est la fin. Elle a été assez inattendue parce que j'étais persuadée en commençant l'histoire que ça allait se terminer d'une certaine façon. Et en fait, j'ai été surprise que ça ne soit pas le cas, mais j'ai aimé être prise par surprise. Point négatif tout de même, c'est très lent et ça en est parfois un petit peu long. J'en arrive, je suis toute excitée à l'idée de vous en parler, mais à mon coup de cœur du mois de janvier, à mon premier coup de cœur de l'année. Coup de cœur assez inattendu, je dois le dire, hein, parce qu'il s'agit du tome 2 d'une trilogie dont le premier tome ne m'a pas valu un coup de cœur. Donc sans plus tarder, je vais vous parler du tome 2 de la trilogie de Gabriel Katz qui est Le Puits des Mémoires. J'ai lu donc le premier tome l'année dernière, ça m'avait beaucoup plu, mais quelques années auparavant, j'avais lu une autre duologie de la part de l'auteur qui était Aeternia, et alors là pour le coup, double coup de cœur pour les deux tomes. J'avais quelques appréhensions en débutant ce livre, je me suis dit oulala, ça fait 1 an que je me suis pas mise dans cet univers, est-ce que je risque pas d'avoir oublié certaines choses? Et en fait non, tout m'est revenu en mémoire très rapidement. L'auteur ne fait que quelques petits rappels, mais franchement ça a été suffisant pour me remettre dans le bain. Et alors à partir de là, mais j'étais vraiment ferrée. Il n'y a vraiment que de l'action, que des rebondissements et alors que de révélations. Mais j'étais tellement choquée, tellement ahurie au cours de ma lecture, mais il s'est passé tellement de choses, je n'ai rien vu venir. Ah, rien, je me suis sentie mais totalement lessivée en sortant de cette lecture parce que je pense que j'ai dû dépasser des records de vitesse. J'ai rarement lu un livre aussi vite que celui-ci, mais je n'arrivais plus à le lâcher. Il fallait à chaque petit temps libre devant moi que je le prenne et que je lise un petit paragraphe par-ci, 1 ou 2 pages par-là. Il fallait tout le temps que je me remette dedans parce que vraiment j'étais prise aux tripes. L'auteur a vraiment un talent fou pour nous en faire voir de toutes les couleurs, pour jouer avec nos nerfs. On passe vraiment d'un passage drôle à un passage beaucoup plus triste, plus sombre, plus dramatique et waouh, franchement quel rythme effréné. Je vous ai pas dit de quoi parle ce livre il me semble. Donc dans le premier tome, il y a un convoi pénitentiaire qui est retrouvé accidenté dans la montagne. Et il n'y a que 3 survivants. Ces 3 survivants découvrent bien vite qu'ils sont prisonniers. Je vous dis, ils le découvrent parce qu'ils sont amnésiques. Ils sont incapables de se rappeler de leur identité, de leur passé, ils ne savent pas ce qu'ils font là. Ils sont en habit de prisonnier, donc ils se rendent bien compte qu'ils ont dû faire quelque chose qui n'allait pas. Et ils vont décider de se réinventer, ils vont se donner chacun des prénoms, et puis ils vont apprendre à se connaître, ils vont devenir amis, et ils ne vont plus se quitter, d'autant plus qu'ils vont être très rapidement traqués, pourchassés, on veut leur mort, voilà. Et de fil en aiguille, ils vont apprendre qu'ils sont accusés de régicide, donc le crime le plus grave qui soit, sauf qu'ils ne s'en rappellent pas, voilà, c'est atroce pour eux. Et alors là, dans ce tome 2, on découvre l'identité de ces 3 personnages et une grosse partie de leur passé. Ah, c'était trop bien, mon Dieu, c'était trop bien. Le final m'a complètement scotché, là aussi. Grosse révélation fracassante, hein. Je pense que j'ai terminé le livre avec la mâchoire ici, là au niveau du menton, tellement je n'en croyais pas mes yeux. Bref, incroyable. Ce livre a été incroyable. Et j'espère vraiment que le tome 3 sera du même acabit parce que... Oh. Donc voilà, coup de cœur totalement inattendu vis-à-vis de ce livre. Je vous dis inattendu parce que n'ayant pas eu de coup de cœur pour le tome 1, je pensais vraiment pas que j'allais avoir un coup de cœur pour le tome 2, mais c'est ce qui le rend encore plus beau et c'est ce qui le rend encore plus précieux à mes yeux. Je suis ravie d'avoir pu commencer cette année 2022
avec une lecture aussi excellente. Et si vous aimez la fantasy, franchement, penchez-vous sur ce qu'a écrit Gabriel Katz parce que croyez-moi, ça vaut le détour, il n'a rien à envier aux Américains. Cette vidéo est désormais terminée. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire pour me dire ce que vous avez pensé de ce que vous avez pu voir ici dans cette vidéo. Et puis, en ce qui me concerne, eh bien, je vous souhaite de passer une très belle journée et je vous dis d'ores et déjà à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao!